Bienvenue à tous pour cette troisième journée à Timeware. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Camus. Donc Rémi Camus est aventurier. Je crois qu'il a parcouru pas mal d'endroits, donc notamment l'Australie, l'Asie. Je crois qu'il a fait des choses intéressantes comme de la nage à eau vive, mais je pense qu'il va vous expliquer ça mieux que moi. Et donc là, aujourd'hui, il va se demander si le hasard est incontournable pour l'explorateur. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici. Franchement, c'est très sympa en tout cas, pour moi, c'est ma deuxième édition. J'avais fait le premier Timeware. On avait fait une table ronde il y a 2 ans. Et c'est cool de pouvoir revenir. Alors moi, je vais modifier un petit peu le titre parce que pour moi, c'est pas incontournable pour l'explorateur, mais dans l'exploration en général. Alors, je m'appelle Rémi Camus. Je suis donc aventurier explorateur. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça maintenant. Je parcours le monde en réalisant des expéditions pour sensibiliser la population à la préservation de notre environnement et notamment sur l'eau. Donc, comme tu as dit, j'ai fait donc l'Australie en 2011 après avoir lu un livre d'un franco-marocain qui avait traversé l'Amérique en courant. Donc, je suis parti de Melbourne pour aller jusqu'à Darwin, 5400 km, et j'en ai profité pour aller rencontrer des aborigènes. Ensuite, fort du constat que j'ai eu en plein milieu du bush où j'ai dû boire mon urine pour pas mourir, eh bien, j'ai décidé de porter un message sur la préservation de l'eau encore plus. Et donc, j'ai décidé de descendre le fleuve Mekong en hydrospeed du Tibet jusqu'au Vietnam. Pendant 6 mois, j'ai fait 4400 km. Et ensuite, j'ai fait un autre constat, c'est que malheureusement, on voit énormément de déchets sur le fleuve Mekong qui terminent leur course dans les mers et océans. Et donc, en 2018, j'ai fait un tour de France à la nage en partant de Dunkerque jusqu'à Monaco. Et pour ceux qui se posent des questions, effectivement, c'est difficile de nager dans les Pyrénées, donc je vous expliquerai comment on fait pour passer. Donc je vais vous montrer une petite vidéo pour vous embarquer avec moi dans mon univers et pour vous donner un peu plus d'images.
Donc voilà, je viens de vous montrer les 3 aventures que j'ai réalisées, donc l'Australie en courant, le Mékong en hydrospeed et enfin le Tour de France à la nage. Et en fait, toutes ces aventures, elles ont forcément une phase de préparation. Et on estime, quand on monte une aventure, que vous avez un ratio qui est à peu près de 70% de préparation et 30% qui est dû au hasard. On laisse cette place au hasard. Alors forcément, il est très très important de prendre ça en considération, mais au fil des aventures, est-ce qu'on se pose cette question, est-ce que c'est vraiment du hasard ou tout simplement la conséquence d'événements qui tend à aller vers l'objectif que vous êtes fixé? Moi, pour ma part, en fait, le hasard, j'essaie de le provoquer à chaque fois dans mes aventures parce que je suis seul. Alors si on découpe vraiment ce que c'est une aventure, vous devez la préparer. Donc vous avez 3 phases. Vous avez une phase de préparation, vous avez une phase qui est la phase de réalisation et enfin la phase de restitution. Et si je rentre vraiment dans le détail, la phase de préparation, c'est une phase où je laisse très très peu de place au hasard parce que justement, j'ai envie que tout soit parfait pour gérer ensuite mon aventure. Donc la phase de préparation, ça va être une préparation physique qui peut durer extrêmement longtemps en fonction de l'objectif que vous êtes fixé, une préparation mentale. Vous allez devoir observer, comprendre la faune locale, faire de la cartographie. Puis après, il y a la partie un peu plus chiante, la recherche de partenaires, la recherche de sponsors, monter un budget, essayer de les convaincre encore et encore et encore, vous prendre des portes, réussir, pas réussir. Et en fait, je laisse très peu de place au hasard à ce moment-là parce que je veux que ça soit parfait pour pouvoir ensuite monter mon aventure. Ensuite, sur la deuxième phase, vous avez la phase de la réalisation. Et sur cette phase-là, on en parlait tout à l'heure, enfin j'en ai parlé, il y a 70 et 30%. Et 70% de préparation et 30% d'inconnu, de hasard. Je vais rentrer dans le détail sur, par exemple, un exemple simple, un alpiniste qui décide de gravir l'Everest pour la première fois. Donc il va avoir une très grosse phase de préparation, il va mettre en place tout son projet, il va trouver ses partenaires, ses sponsors, il va monter donc son budget, il va s'entraîner physiquement, mentalement, il va commencer son ascension, il va faire le camp de base, le 1, le 2, le 3, le 4, et puis ensuite on va commencer à réfléchir comment accéder au sommet. Et malheureusement, la météo n'est pas favorable, il n'y a pas une bonne fenêtre, les conditions climatiques ne sont pas bonnes, ou même lui il ne se sent pas, et même après avoir fait un entraînement très très important, ben, il a le mal aigu des montagnes, et il doit renoncer à son projet. Et ça, c'est ce que j'appelle la part du hasard. Et dans mon cas, je ne l'appelle pas le hasard, je l'appelle la chance. Et vous allez vite comprendre en fait que c'est vraiment une posture à avoir face aux éléments, face aux différentes choses. Je ne suis pas scientifique, pas du tout. Alors je ne vais pas vous apporter des chiffres exceptionnels ou vous démontrer quoi que ce soit, mais je vais plutôt essayer de vous démontrer à travers des récits, à travers mes anecdotes d'aventure, ce que je peux qualifier de hasard. En 2011, j'ai donc traversé l'Australie en courant. Je suis parti de Melbourne pour aller jusqu'à Darwin. Le but, c'était d'aller rencontrer les aborigènes et de passer du temps avec eux. Et je peux vous dire qu'on se sent vraiment très seul, forcément, en plein milieu du désert à courir. Et on a des pensées qui vous viennent dans tous les sens. Alors, j'étais sur la Stuart Highway et je tourne légèrement sur la gauche pour prendre la Lecceter Highway qui va sur Uluru et Kalachuta, le gros monolithe rouge qu'on voit assez souvent sur les belles cartes postales ou que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu. Et si vous n'avez jamais vu, ça doit être dans votre bucket list, c'est vraiment un truc à faire. Et j'étais sur la route en train de courir et je rêvais d'un yaourt à la pêche. Mais le vrai yaourt à la pêche. Hein. Alors attendez, parce que je crois que vous saisissez pas trop. Parce que du coup, j'ai ramené un yaourt à la pêche pour vous expliquer. Regardez bien. Est-ce que tout le monde m'entend ici ? Parfait. Donc je rêvais de ça, d'un petit yaourt comme ça, qui se promenait devant moi, qui courait pendant que j'étais en train d'avancer. Et il était juste devant moi, en train de me regarder. Et je l'imaginais, je fais, mais ça doit être super bon. Et en fait, je l'imaginais exactement comme ça. Quand on l'ouvre, vous avez ce petit bruit. Puis à l'intérieur, vous avez directement le côté très onctueux, du yaourt à la pêche, avec les petits morceaux à l'intérieur. C'est frais, ça donne envie. Puis quand on l'avale, ça coule tout doucement. C'est vrai que c'est bon. Et je pensais qu'à ça. Et je rêvais de ce yaourt à la pêche. Je fais, mais ça a l'air super sympa. Et j'avançais. Et puis à un moment donné, je vois sur le bas-côté, un gros 4x4 Land Cruiser blanc qui s'arrête avec une famille, donc la femme, le mari avec les 2 enfants. Ils descendent du véhicule.
Et la femme vient me voir et me dit tu veux quelque chose? Et je lui dis pourquoi pas un peu d'eau, ça peut être sympa. Donc elle remplit directement toutes mes jerrycans. Et puis après, elle me dit quelque chose d'autre. Et je vois bien qu'elle voulait me proposer à manger. Donc je lui dis à manger, ça serait cool. Donc elle commence à regarder. Et là, elle ouvre sa glacière. Et elle dit les gamins, ils attendront bien 300 km. Déjà en France, on n'attend pas 300 km pour des gamins pour manger. Mais là, ils ont attendu 300 km. Et elle me sort 2 yaourts liquides, un qui était à la fraise et un qui était à la pêche. Et là, je la regarde et je lui dis, mais vous imaginez pas ce que ça me fait. Je rêve de ça depuis presque 2-3 heures. Je cours et je pense à un yaourt à la pêche. Et vous êtes en train de me le donner. Alors après, vous l'appelez comme vous voulez. Si c'est du hasard, de la coïncidence, peu importe. Mais pour moi, c'était juste extraordinaire. Et j'ai poursuivi ma route comme ça pour aller jusque dans les communautés aborigènes. En Chine, sur le Mekong, je descendais donc le fleuve en hydrospeed. Et mon préparateur m'expliquait que lorsqu'on fait de la nage en eau vive et qu'on descend un torrent, tant qu'il y a des vagues, c'est cool, tu peux avancer. Et dès que ça se lisse et que ça vient de plus en plus rapide, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe devant. Et je regarde sur mon GPS et j'avançais à plus de 30 km/h. Donc ça a l'air vraiment impressionnant. Et j'entendrais un bruit sourd qui arrivait en face. Donc c'était tout simplement une dépression qui venait tirer l'eau vers le bas. Donc au lieu de me rester dans la veine d'eau principale, je me décale et je me mets dans la veine d'eau secondaire pour être prêt à sortir au bon moment. Je sors de l'eau et en fait je contemple qu'il y avait une chute d'eau et derrière en fait ils construisaient un barrage hydroélectrique énormissime. Ils avaient percé 2 tuyaux à l'intérieur de la montagne pour que l'eau puisse directement passer et ils construisaient leur barrage hydroélectrique. Donc je reste stupéfait dans tout ça. Je me pose quand même la question pendant une demi-seconde de vouloir passer à travers les tunnels de dérivation. Bon, c'était une connerie, je ne l'ai pas fait bien entendu. Et du coup, je prends toutes mes affaires et je monte sur la route qui surplombait le Mekong. Et je vois des ingénieurs qui étaient là, et je cours les voir, et ils me font des grands signes. Et ils commencent à m'expliquer en anglais que je ne dois pas bouger d'ici. Et comme dans les films, la sirène commence à retentir, et j'entends une sirène vraiment très impressionnante dans la vallée. Et tout d'un coup, une grosse explosion, et les 2 pans de la montagne se cassent la gueule et tombent exactement là où j'étais en train de descendre le Mekong. Et je leur dis, mais il y a 10 minutes, je nageais, moi. Ils font, mais normalement, personne nage ici. Je dis, mais moi, je nageais. Encore une fois, je ne sais pas si c'est du hasard ou si c'est la conséquence de plusieurs choses. En 2012, en Australie, j'étais en train de prendre la route pour aller dans la communauté aborigène. On était le 2 janvier. Et c'est une route qui est uniquement faite de sable et de terre battue. Et je me posais toutes les questions du monde. Comment est-ce que j'allais pouvoir m'approvisionner en eau et en nourriture? Et au loin, je vois de la fumée qui commence à tourbillonner sur la route. Donc je sais que c'est un véhicule qui s'approche. Et il y a un gros camion qui se pose à côté de moi. Il avait une citerne d'essence. Et devant, il avait une grosse citerne remplie de flotte qui me faisait bien envie. Il descend du véhicule. Il me demande si tout va bien. Et il me demande si j'ai besoin de quelque chose. Bon, je dis un petit peu d'eau. Donc il remplit mes jerrycans. Il me donne un sandwich ham, cheese and pickles, je me rappellerai toujours, 2 barres de céréales, un Coca Light et un Ice Coffee. Et il s'en va, et la seule chose qu'il me dit, il fait « Fais attention à toi ». Moi, je continue. Ça a été mon plus beau cadeau de Noël. Sur le Mekong, j'étais sur un bassin de rétention d'eau, et puis il était 18h, 18h30. Et je voyais bien au loin une petite maison flottante qui était sur le bassin de rétention d'eau. Je me suis dit, je vais aller les voir, on ne sait jamais, peut-être que je peux passer la nuit là-bas. Je me suis approché, j'ai claqué les palmes sur la surface de l'eau, ils sont sortis, ils m'ont proposé du thé, ils m'ont proposé à boire. Je me suis retrouvé avec eux, et puis ensuite, en discutant, on est parti faire une ascension de la montagne. J'étais en combinaison, pieds nus, torse nu, j'ai même pas eu le temps de me changer. On est arrivé dans une montagne complètement perdue. Il y avait un petit village avec une seule maison éclairée par une bougie. On était dans cette maison, c'était un vieux monsieur qui habitait là. Ils m'ont laissé tout seul, c'est con, avec ce monsieur, pendant presque 2 heures. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait. Il me parlait en chinois et je faisais il faut qu'ils reviennent vite quand même, ça va être long. Et ils sont partis pendant 2 heures et ils sont revenus au bout de 2 heures avec un panier d'osier énorme, rempli de trucs. Et en fait, quand ils étaient partis, il y en a un qui avait scotché ses mains, ses pieds, etc., avec du scotch, et je ne comprenais pas pourquoi. Et quand ils sont revenus, il m'a expliqué « Qu'est-ce qu'il veut me dire celui-là aussi ?» En fait, en Chine, on mange tout, et vous allez vite comprendre pourquoi. On a redescendu toute la montagne, et quand ils ont vidé le panier d'osier par terre, c'était rempli de frelons asiatiques, et donc on a grillé les frelons asiatiques dans une poêle, et on a mangé les larves avec du riz. Et ça a été l'une de mes plus belles soirées.
bien, juste avant de les rencontrer, ces gens-là, j'étais sur le Mekong en train de palmer et j'avais allumé ma GoPro et j'avais dit à ma caméra, là-bas, il y a une maison flottante, ils ne le savent pas encore, mais je dors chez eux ce soir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que j'essaye à chaque fois d'avoir une posture face aux éléments, j'essaye d'être toujours souriant et d'aller vers les gens. C'est, je crois, le philosophe, enfin pas le philosophe, pardon, le psychiatre suisse qui s'appelle Carl Gustav Jung, qui parlait de synchronicité. Il parlait lorsqu'il y a deux événements qui se rapprochent, et bien par la suite, ça veut dire beaucoup pour la personne qui arrive à comprendre l'association de ces éléments. Et bien c'est exactement ce que j'ai fait. Je pense que lorsqu'on parle de hasard, pour moi je parle de chance parce que c'est une chance de pouvoir vivre ce que j'arrive à vivre. Le hasard, c'est une perception de ce que les gens en font. Pour certains, ils vont toujours avoir la poisse. Il y a peut-être des gens qui vont voir le chiffre 13 partout et vont toujours se dire il y a le chiffre 13. Alors pour vous, ça ne veut rien dire du tout et vous n'avez strictement rien à faire. Vous allez voir, vous êtes enceinte, pour les hommes c'est compliqué, mais vous êtes enceinte, vous allez voir par la suite des femmes enceintes, tout le temps des femmes enceintes. Et en fait, je pense que c'est exactement ça, ce que j'appelle pour moi le hasard, c'est de pouvoir aller vers les gens plus facilement. Il y a des gens qui vont le percevoir différemment en fonction de la religion, en fonction de votre culture, en fonction de ce que vous avez vécu, en fonction de vos origines. Moi, malheureusement, mes aventures, je les fais rarement accompagné, je l'ai fait souvent seul, au milieu de nulle part. Et j'ai besoin de réussir à capter ces moments parce qu'ils sont décisifs pour moi de pouvoir réussir à capter ça à travers les gens. Si je suis négatif, je sais que rien n'arrivera vers moi. Je n'aurai pas cette chance de pouvoir passer de bons moments. Je vais vous donner un autre exemple. Je descendais le Mekong et j'étais sur un gros bassin de rétention d'eau. Et donc j'avançais tranquillement. Ça faisait des jours et des jours que je n'avais pas pris de douche. Ça faisait des jours que je n'avais pas eu la possibilité de me nourrir correctement. Ça faisait des jours que je n'avais pas pu donner d'informations à mes proches, aux partenaires, etc. Et j'allume ma caméra et je me dis, ce soir, je vais avoir une douche, j'aurai de quoi manger et je vais même trouver un point Internet pour pouvoir communiquer. J'ai avancé tranquillement et puis forcément, je suis arrivé sur le bassin de rétention d'eau, sur le barrage qui était juste en face. Je suis sorti de l'eau, des gens sont venus m'accueillir, ils m'ont fait sortir de l'eau et puis ils ont essayé de discuter avec moi. Je leur ai demandé si je pouvais passer le barrage. Ils m'ont dit que c'était très compliqué parce que c'était un barrage qui était contrôlé et qu'il fallait forcément passer par l'autre côté. Et une personne m'a embarqué avec moi et m'a dit « je vais t'emmener directement dans le village ». On est arrivé dans le village, il y avait un hôtel. Il est rentré dans l'hôtel, il a payé le menu d'hôtel. Donc je me suis retrouvé dans ma chambre, j'allume ma caméra et je regarde la caméra, je fais « je crois que j'ai un lit, je crois que j'ai une douche, ça c'est cool ». Pas très loin forcément, on est dans une ville, il y a de la nourriture, donc je vais pouvoir manger. Et j'allume mon ordinateur et je prends ma petite clé 3G que je branche dessus et j'allume et tout d'un coup je vois Internet. Et là je me dis c'est bon, je crois que j'ai réussi. Et en fait c'est uniquement parce que j'essaye d'aller vers les gens et que j'ai une posture souriante qui me permet d'avancer facilement en tout cas et de capter tous ces petits moments, tous ces petits éléments, tous ces signes que j'ai besoin pour pouvoir progresser dans mon aventure. Et je pense que la citation de Paul Éluard résume plutôt bien ce que j'essaye de vous partager depuis le début. Quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, eh bien c'est exactement ça. C'est que toutes mes aventures, je les fais uniquement pour rencontrer des gens, pour partager, et ce hasard a fait que j'ai fait que des belles rencontres. Alors effectivement, il y a plein de choses qui font que malheureusement, on peut être confronté à des éléments très difficiles, comme l'humain, qui est pour moi la chose la plus difficile à comprendre, parce que l'humain peut être bienveillant, malveillant, il peut vous faire du mal, mais à la fin, c'est que des belles choses. Et si j'ai un conseil à vous donner, notamment si vous rencontrez des populations très lointaines et que vous voulez entrer en contact avec eux, soyez simple, soyez souriant et faites-leur croire que vous êtes une personne qui ne va pas les blesser, qui ne va pas leur faire du mal. Je vais vous donner deux exemples que j'ai mis en application très souvent. Quand je rentrais en contact avec les populations, dans tous les villages que je pouvais croiser, que ce soit en Asie, en Afrique, ils le font aussi, en Amérique latine,
il y a toujours du piment à table. Et vous le savez que ça va être piquant, mais c'est pas grave. Et vous prenez le piment devant eux et vous le mangez. Et vous commencez à devenir rouge écarlate, vous commencez à pleurer, et eux, ils sont juste morts de rire, parce que c'est juste trop drôle la situation, et ils se disent qu'une seule chose, mais il est vraiment con, mais il a mangé le piment, et il est en train de pleurer. Et là, tout de suite, vous brisez quelque chose. Et pour eux, vous arrivez tout de suite à entrer en contact plus facilement. Et puis ensuite, j'ai même fait l'inverse. Je me suis dit, on va essayer de le jouer, mais dans l'autre sens. Donc j'avais pris le piment, et j'avais calé le piment entre mes dents et ma joue. Et pour eux, ils pensaient que j'étais en train de le manger. Et donc je fais semblant de mastiquer, et j'avale le piment entièrement. Donc je le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, ils me regardent tous, et ils attendaient que je me mette à pleurer. Mais je ne pouvais pas pleurer, vu que je n'avais pas cassé le piment. Et ensuite, j'ai montré la supercherie, donc j'ai sorti le piment et je leur ai montré. Et j'ai recommencé devant eux. Et ils ont tous éclaté de rire. Bon, je vous passe les détails le lendemain aux toilettes, hein, bien sûr. Mais c'était un moment d'échange et c'est ce qui m'a permis d'entrer en contact très facilement avec les gens. Et je pense que c'est une posture à avoir. Donc, oui, je pense que dans l'exploration, le hasard est forcément incontournable si vous avez une bonne posture et si vous tournez facilement vers les gens. Merci à vous. Quand on nage dans l'eau, la question des parasites et des maladies, j'imagine que ça doit être très fréquent. Comment on fait pour nager pendant des jours, voire des semaines, dans une zone avec potentiellement des organismes externes qui peuvent être dangereux, sans en tomber malade? Alors, pour cette première question, je te dirais que je suis tombé malade sur le Mékong à cause forcément de la qualité de l'eau. Et puis également, alors j'ai chopé un truc qui s'appelle la bilariose. Et puis ensuite, c'était dû également, malheureusement, à un problème technique sur ma combinaison. On est tous des humains, on a tous besoin d'aller aux toilettes. Et j'urinais à peu près 30, 40 fois par jour sur moi, parce que je ne pouvais pas m'arrêter juste pour aller pisser 3 gouttes. Et je n'avais pas pensé à ça tout de suite. Et j'ai mis une expédition, et Valentin, qui est juste là, qui m'accompagne dans toutes mes aventures maintenant, en est témoin. Quand on avait fait le Tour de France à la nage, on avait demandé à notre partenaire d'avoir une pissette sur la combinaison, qu'on a dû après améliorer, parce que j'ai dit il y a des journalistes qui viennent, ça fait pas terrible dans les journalistes. Mais ça a été, ouais, c'est très con. Mais ça a été voilà, le détail important sur les aventures. En tout cas, sur le Mékong, ça a été très, très compliqué jusqu'à la fin. Ouais. Une deuxième, vous avez évoqué le fait d'être seul avec ses pensées. Et comment est-ce qu'on fait pour... qu'est-ce qui se passe pour tenir des heures, des jours, des mois en étant confronté à ses pensées constamment? Alors c'est intéressant, alors on sort vraiment du hasard là, mais c'est génial comme question. En fonction de l'objectif que tu te fixes, c'est pas la même chose. L'Australie, on était sur une route, le bush à perte de vue, et on est sur la terre ferme. Donc j'arrivais à avancer et je me fixais en fait comme objectif jusqu'au prochain panneau, jusqu'au prochain kangourou mort, jusqu'au prochain... Et c'était mes petits objectifs au quotidien, tu vois, pour pouvoir progresser. Sur le Mékong, c'était pareil, j'avançais et je regardais uniquement le prochain arbre, le prochain virage. Sur le Tour de France à la nage, ça a été beaucoup plus technique parce qu'on est privé de presque tous ses sens. On nage, donc on est dans un environnement instable, donc on a l'impression de nager dans du coton. La vue, c'est juste le bleu. L'ouïe, c'est pareil, on n'entend presque rien. L'odorat, il est complètement coupé avec l'iode. Et tu te rends compte qu'il y a vraiment cette difficulté, et tu es seul avec tes pensées. Et j'essayais d'avoir des schémas de pensée, de me dire, je vais penser pendant 1 heure à de la géo, à un sujet en particulier, notamment sur le Tour de France à la nage. Je vais penser à de la nutrition, et je vais penser à ma famille. Et quand je pars sur mes aventures, je me fais une grosse bulle de plein de pensées positives que je viens piocher à l'intérieur. Et quand je fais la gueule, ou quand il y a des trucs qui m'énervent, ou quand j'ai le vent en plein dans la tronche et que j'avance pas et ça me saoule, du coup je me mets dans cette bulle. Alors, il me faut un certain temps, en fonction de l'environnement, des fois ça peut mettre plusieurs dizaines de minutes, et je me mets dans ma bulle et je prends un truc et j'essaie de me rappeler en tout cas de ce souvenir. Des fois j'explose de rire en plein milieu de nulle part, même sur le Tour de France à la nage, ça m'est arrivé de rigoler en plein milieu de l'eau, presque à me noyer. Et puis ensuite j'écoute de la musique ou je chante parce que ça me permet de me vider complètement. Et c'est ce qui me permet d'avancer, non pas en brouillant mes pensées, mais en les accompagnant. Merci pour
pour tous ces exploits, pour tout cet exposé. Alors, quand j'étais enfant, ça fait très longtemps, quand on parlait d'explorateurs ou d'aventuriers, c'était des gens qui allaient à la découverte de populations et de terres qui étaient inconnues. Alors aujourd'hui, je sais bien que la planète, elle est explorée de fond en comble, qu'il y a 1,5 milliard de touristes et que c'est une catastrophe complète. Mais finalement, est-ce que être explorateur ou aventurier aujourd'hui, ça rime nécessairement avec exploit sportif, et est-ce qu'on ne peut pas le faire autrement? On pourrait le faire complètement autrement, mais moi j'essaye d'allier mon exploit sportif avec un message écologique et éco-responsable, vraiment pour sensibiliser encore plus les gens. Et je pense que j'aurais fait un Tour de France à pied, j'aurais eu moins d'impact pour pouvoir vraiment toucher les gens. Quand on nageait, je faisais mes 30 km, et quand je sortais de l'eau, il me fallait 15, 20 minutes, 1 heure pour me remettre à peu près d'aplomb. Et ensuite, je me levais et je répondais aux questions des gens. Et je leur disais, là c'est sale, là il y a ci, là il y a ci. Et je l'ai vu, et en fait, ça permet d'être encore plus concret dans ses propos. Et en fait, j'essaye toujours que l'exploit serve le message et non l'inverse. Et donc, pour moi, ça devient nécessaire d'utiliser un exploit sportif, physique, pour pouvoir porter un message, pour qu'il y ait plus d'écoute, en tout cas, sur le truc. Mais c'est vrai que l'exploration en tant que telle, à l'heure actuelle, il n'y a presque plus rien à explorer d'environnement, etc. Mais je pense qu'on arrive plus à entrer soit sur de l'exploration avec un message, ou alors de l'exploration mentale, où on va venir challenger encore plus l'humain sur ses capacités mentales à repousser certaines limites, et notamment sur le froid. Il n'y a pas très longtemps, j'ai mon pote Romain qui a battu le record du monde de 2h32 dans un bac de glace, juste pour démontrer que l'être humain est capable de résister à ces éléments. Donc c'est vraiment, on avance sur du dépassement de soi et sur du dépassement mental. Dans ce que vous nous exposez, il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect rencontre, et dans l'aspect rencontre, vous nous avez décrit à chaque fois des anecdotes où il y avait une intuition. Exactement. Est-ce que ça, vous avez l'impression que le hasard, que comme vous aviez l'esprit ouvert, vous avez perçu l'intuition avant à chaque fois, ou est-ce que parfois vous ne l'avez pas perçu et la rencontre s'est faite complètement au hasard et elle vous a surpris vous-même? Il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a certaines fois où j'étais très surpris, comme cette femme qui s'arrête sur le bas-côté en Australie et qui m'offre un yaourt liquide à la pêche. Je ne savais pas du tout que ça allait arriver. Mais je pense que quand on a cette pensée positive et on y croit tellement qu'à un moment donné, les étoiles s'alignent pour ça. Je ne sais pas si c'est du hasard, si c'est de la chance, comment on peut l'appeler, mais j'essaye à chaque fois d'aller vers les gens et d'être souriant, et en tout cas que ça m'apporte directement. Donc je ne sais pas si c'est... je sais pas si c'est voulu ou pas. En tout cas, une fois que j'arrive à avoir ce contact et à créer quelque chose, je le lâche pas, parce que par moment, c'est le seul contact que tu vas avoir sur la semaine, sur le mois. Et donc, il faut qu'ils t'apportent beaucoup. Et du coup, j'essaye d'être tourné vers eux au maximum pour qu'ils puissent sentir que je suis pas quelqu'un de dangereux, que je suis quelqu'un qui peut leur apporter aussi, et qu'on est dans l'échange. Vous nous avez expliqué pourquoi vous le faites pour des questions de communication, plutôt sur des choses un peu spectaculaires, dans des endroits exotiques. Est-ce que vous avez la même attitude à Paris? Ah oui, après, peu importe où je suis, après je suis quelqu'un, j'ai toujours été positif dans ma façon de voir les choses. Je fais beaucoup de présentations dans les écoles et j'adore aller vers les gens, j'adore essayer de leur communiquer, d'échanger, donc je suis toujours comme ça. Mais je le suis plus encore en aventure, parce qu'on a ce besoin de pouvoir rencontrer différemment entre guillemets les gens. C'est beaucoup plus simple de rencontrer des gens quand on est dans la vie de tous les jours. Si je suis habillé comme ça, je vais pas vous faire peur. Je vous jure, quand je sors du Mekong à 10h30 du soir, habillé en grenouille, en sentant la vase, l'urine, avec un casque sur la tête, on n'a pas forcément envie de rencontrer la personne qui est en train de nager. Et pourtant, le simple fait d'aller les voir, de sourire et d'être joyeux fait qu'il y a un contact qui se crée et on arrive facilement à partager avec eux. Juste une question vraiment très pratique, c'est que je ne comprends pas ce que c'est que l'hydrospeed. Ah, l'hydrospeed. Je sais pas ce que c'est. Ah, l'hydrospeed, c'est un c'est ce que vous avez vu sur la vidéo en deuxième partie, c'est un flotteur en mousse. Et en fait, c'est ni plus ni moins la même chose qu'on retrouve à la piscine. Et ce sont les planches que vous avez à la piscine qui sont thermocollées. Et ensuite, on les découpe pour pouvoir former un flotteur. Et vous avez les mains à l'intérieur, vous êtes habillé avec une combinaison et on a les palmes derrière pour pouvoir se diriger.
Et vous avez la même pratique en eau vive avec le kayak. Le kayak, vous êtes sur l'eau, alors que l'hydrospeed, vous êtes à moitié immergé dans l'eau. Voilà, c'est ça. Bah, vous les utilisez pour vous déplacer. En fait, vous êtes comme ça dedans. Et vous vous déplacez uniquement avec votre tronc qui permet d'orienter votre flotteur et de le placer au bon endroit. Et après, avec les palmes, vous avez votre propulsion pour aller à droite ou à gauche. Mais c'est ni plus ni moins la même chose que le kayak. Sauf qu'on tape un peu plus les genoux et ça fait mal quand on est en compétition, mais sinon, c'est fun. Oui, bonjour, merci. Ça fait un moment que vous faites ce genre d'aventure. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on devient aventurier par hasard ou en fait, comment on arrive à parcourir comme ça le monde et à faire ce que vous faites? C'est une bonne question. Je pense qu'on ne devient pas forcément aventurier par hasard. J'ai eu, moi, une enfance, je vivais à la campagne, au milieu des vaches et des grands champs. Et je passais mes week-ends à aller dans les forêts construire des cabanes parce qu'on n'avait pas le droit de rester à la maison. C'était le mot d'ordre de mon vieux. Donc j'ai bon, bah super. Donc on allait dans les forêts pour construire des cabanes et on essayait qu'elles soient de plus en plus professionnelles et moins artisanales parce que bah, quand il se mettait à pleuvoir, il fallait qu'on soit abrité quand même. Et j'ai toujours eu ce côté, ce goût d'aller vers les gens, ce côté un peu aventure, de me dépasser. Et après, le milieu du travail m'a rattrapé. J'ai fait de la restauration, parce que je suis maître d'hôtel dans la restauration. Alors, ça n'a rien à voir, quoique des fois, serveur, on court beaucoup, et en Australie, on court beaucoup aussi. Et en fait, c'est des concours de circonstances. J'ai toujours eu ça en moi, et il fallait que j'ai quelque chose, un bon coup de pied au cul pour me lancer. Et le coup de pied au cul, ça a été un livre d'un franco-marocain qui a traversé l'Amérique en courant, Jamel Bali. Et il est parti d'Alaska jusqu'à Terra del Fuego. Il a fait 24 000 km en courant en 1 an et demi. Et en fait, j'ai lu son livre. Et ce qui m'a accroché dans son bouquin, ce n'était pas uniquement le fait de se dépasser physiquement et de courir à travers l'Amérique, mais c'était tous ces moments de partage et de rencontre qu'il y a eu sur son projet. Et c'est ça que je trouvais passionnant. Et quand j'ai fini le livre en une nuit, je me suis dit, mais si lui il l'a fait, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire aussi. Et ensuite, bah, je me suis mis un objectif en tête de traverser un pays en courant. Alors, au début, je ne savais pas que je voulais faire l'Australie, je voulais faire un pays en courant. Ma maman m'avait proposé de faire le Luxembourg, c'est un pays. Puis en une journée, c'était torché. Mais j'ai choisi l'Australie parce que c'était un peu plus grand, ça avait l'air plus sympa. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et j'ai été affecté par le manque d'eau en Australie et ça m'a tellement perturbé que j'ai décidé d'en faire mon cheval de bataille et d'avancer dans cette thématique. Et bizarrement, c'est plus je suis dans le mal, plus je suis dans la merde, que je me sens vivant. Plus j'ai cette problématique, plus j'ai de problèmes autour de moi, et plus je me sens vivant. Et en fait, c'est cette notion, ce que je recherche dans mes aventures, au-delà du partage et des rencontres, c'est les moments du flow, F-L-O-W, que l'on a, et c'est de vivre le moment présent, et de le vivre vraiment. Et vous pouvez être au plus mal, ne plus avoir d'eau, plus avoir de nourriture, et vous dire, putain, mais je suis chanceux d'être là, je vais peut-être crever, mais je me sens vivant là, maintenant. Et c'est ce que je kiffe en fait dans les aventures. C'est par rapport à l'attitude positive vis-à-vis des événements. J'imagine que, bon là tu as raconté parce que c'était les événements où ton attitude positive t'a permis d'arriver à quelque chose, mais il doit y avoir plein de situations où tu te fixes un objectif et il n'y a rien qui se passe parce que bon, tu te dis bon ben ce soir je ferai ça et que je reprends l'exemple de la chambre d'hôtel et qu'il doit y avoir un très grand nombre et que c'est le fait d'avoir une attitude positive constamment qui fait que tu saisis les opportunités. En fait, c'est exactement. En fait, quand on prépare une aventure, quand je dis on tend à aller au 100% dans la préparation, c'est le cas. Mais tu peux jamais être sûr à 100%. Mais après, c'est même sur un business model. Tu montres une entreprise, tu peux jamais tendre à 100% de ton business model. Tu sais jamais si ça va bien se passer. Et ensuite, la réalisation fait que tu as que 70% de préparation et le reste, pour moi, je l'appelle la chance, que tu vas mettre en place. Soit tu l'as, soit tu as la poisse, soit tu ne l'as pas. Et moi, je préfère voir la chance que de me dire j'ai la poisse et je ne vais jamais y arriver, etc. Et en fait, peu importe les objectifs que je me fixe, peu importe les rencontres que je me fais, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, me dire ok, j'ai peut-être pas eu ça, mais tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça. Et c'est ça qui me fait vibrer parce que j'arrive à aller vers les gens facilement parce que je sais que j'aurais pas mon objectif
complet, j'aurai pas mon truc à 100%, mais je vais me satisfaire de plein de petits détails, de me dire ça c'est cool et ça en valait la peine. Je vais commencer par remercier chaleureusement Rémi Camus pour cette présentation qui était passionnante. Le hasard est-il incontournable dans l'exploration? Donc Rémi Camus a commencé par proposer cette estimation, 60% de préparation et 30% de hasard dans l'aventure proprement dite. Et donc cette part de hasard, Rémi Camus nous a expliqué qu'il l'appelait la chance. Et il nous a raconté cette anecdote du yaourt à la pêche en Australie pour illustrer cette idée de chance. Et donc là, moi, je me suis demandé, puisque juste avant, il avait parlé du fait que s'il y avait 70% de préparation et 30% de hasard dans l'aventure, dans la phase de préparation, au contraire, il essayait qu'il y ait le moins de hasard possible. Et donc là, du coup, je me suis demandé si cette anecdote du yaourt, avec le fait de sortir un yaourt de sa poche, c'était un hasard. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un sponsor derrière. Et non, j'ai pas de... Non, sinon, ouais, j'aurais pu l'enlever, mais même pas. Et même pas de sponsor derrière. Il faudrait peut-être voir avec les marques de yaourt à la pêche. Ça laisserait peut-être encore moins de hasard. Ça pourrait être vraiment cool, carrément. J'ai pas pris le meilleur, je vais le dire. Toujours pour illustrer ce qu'il appelle la chance, Rémi Camus nous a raconté comment il a échappé de justesse à un effondrement de la montagne à l'endroit où il nageait dans le Mékong quelques minutes auparavant. Et ensuite, il nous a raconté comment il se mettait dans un état psychologique, dans une posture d'ouverture aux événements et aux autres, pour justement ne pas laisser passer sa chance. Et donc, si je reprends la question, le hasard est-il incontournable dans l'exploration? Visiblement, oui, et pour Rémi Camus, il faut même le rechercher, ou en tout cas s'ouvrir aux événements et aux autres, pour rencontrer ce hasard et pour rencontrer sa chance. Et donc, s'il fallait retenir un mot de cette conférence, donc je proposerai celui d'ouverture, donc l'ouverture aux autres, l'ouverture aux choses, voire même l'ouverture de l'opercule d'un petit yaourt à la pêche. Merci à vous tous en tout cas.